Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette citation de Nicolas Machiavel est plus que jamais de circonstance. Le séisme de la région d'El Haouz qui a endeuillé des milliers de familles et tout notre pays. Les vies humaines n'ont pas de prix, il est vrai, mais le patrimoine, loin d'être un tas de pierres, est le témoin incorruptible de l'histoire de notre pays et de notre civilisation millénaire. Les lieux sont aussi des liens. Ils sont notre mémoire et beaucoup d'entre eux n'ont malheureusement pas résisté à la violence des secousses et ont été touchés à différents degrés par le tremblement de terre. La mosquée de Tinmel, la grande muraille de Taroudant, le Mlah de Marrakech, la Qasba de Qaïd Boundafi, les remparts de Marrakech, la Koutoubia, le palais Beria, les tombeaux saadiens, le site archéologique Armat, la Qasba de Tagadiroufla ainsi que celle de Taurirt et d'Amridil et le célébrissime Qsar Aït Ben Haddou et la liste est longue. D'après des conclusions provisoires, sur 48 sites historiques du royaume recensés, 24 sont jugés dans un état grave et 3 dans un état très grave. Aujourd'hui, avec notre invité Fikri Ben Abdallah, architecte et président de Rabat Saleh Mémoire, nous allons nous pencher sur l'ampleur des dégâts subis par ce patrimoine inestimable, mais aussi et surtout sur l'urgence de réhabiliter ces sites phares de notre histoire et tous les sites historiques du royaume. Monsieur Ben Abdallah, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, Lala. Merci, Sidi. Alors, Fikri Ben Abdallah, au moment où on pleure encore les morts, 3000 morts, et où on pense les plaies physiques et psychologiques des survivants, certains trouvent déplacé, voire indécent, de parler d'urgence de réhabiliter des sites historiques, des bâtiments, de vieux bâtiments endommagés. Pourquoi il n'est jamais trop tôt pour s'attaquer à ce chantier, ou pourquoi c'est une urgence? Permettez-moi d'abord d'exprimer le désarroi d'un architecte, d'un citoyen marocain sur le tamis de l'architecture au quotidien et de la préservation du patrimoine. Et je ressens, comme tous les Marocains, aussi bien ceux du monde que ceux qui sont au pays, je ressens une très grande tristesse naturellement. Ce fléau est un fléau qui a plusieurs aspects humains, patrimoniaux, économiques, sanitaires. Et je crois que nous nous devons de mesurer quelque chose de très important qui s'est produit au départ de cette catastrophe naturelle. C'est la réaction magnifique d'un peuple, de son roi, de ses institutions. Comme vous le savez, le pays s'est transformé en un tour de main. Ça veut dire que nous avons un socle qui est absolument magnifique. C'est-à-dire que nous avons franchi naturellement des étapes importantes dans la gestion de ce type de cataclysme. Et sous les orientations royales, naturellement, cette mécanique s'est ébranlée de façon extrêmement rapide, à telle enseigne que, au bout de 5 jours, les principaux axes de distribution ou de voies qui relient les différents douanes, les différentes localités, ont été libérés à la circulation. Oui. Et on a vu par ailleurs aussi ce tissu associatif magnifique qui a émergé de façon totalement disciplinée, gérée par les autorités publiques. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que j'étais à Valence avec un groupe d'architectes la semaine dernière et nous avons beaucoup débattu de cette question. Et je vous prie de croire que en Espagne et dans de nombreux pays, l'émotion est très forte. Nous sommes un pays aimé, nous sommes un pays probablement jalousé aussi. Par ailleurs, suivez mon regard. Mais nous avons cette espèce de force, nous avons ces racines puissantes justement, qui nous protègent. Vous avez parlé, c'est très important, vous avez parlé de ce socle. Eh bien, ce socle, il trouve justement son origine, parce que c'est lié à notre histoire millénaire, à toutes les civilisations qui se sont succédées, toutes les dynasties. On n'est pas né d'hier. On est une nation avec son histoire et c'est ce qui fait notre force et nos valeurs. Et les patrimoines qui sont debout, qu'on peut toucher et palper, sont des témoins. Probablement.
Vous savez, dans ce pays, comme il existe des traditions culinaires, des traditions du costume, des traditions orales, musicales et autres, il existe une carte extrêmement précise et fabuleuse dans ces élans architecturaux, dans ces adaptations aux sites, aux montagnes, aux plaines, au Sahara, aux sites urbains. Et nous avons cette mosaïque est à l'infini, puisqu'elle exprime le génie de ce peuple et sa façon d'aborder les sites dans lesquels il vit, il se développe, il travaille. Ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'il est important de dire que l'un des fragments de cette mosaïque a été très durement touché. Parce que c'est une des parties hautement caractéristiques du patrimoine bâti national. Mais gardons-nous de considérer que c'est seulement les petits bourgs ou les constructions individuelles, les habitations. Mais c'est tout un équilibre paysager, un équilibre où la terre nourricière a été véritablement touchée et endommagée. Et c'est pour cela que ce que je pense être probablement une des pistes d'action, c'est d'agir sur le bâti, mais de ne jamais oublier qu'il y a un équilibre de réseau, de solidarité et de fonctionnement d'un ensemble, d'une sous-région, et qu'il faut savoir que ces paysages sont millénaires aussi. Oui. Il n'y a pas que les constructions, mais donc, et c'est cela aussi qui peut, disons, amener probablement plus d'efficacité, plus d'intelligence vis-à-vis des dangers qui ont menacé ou continuent à menacer le patrimoine de la région. Ça va concerner aussi la partie reconstruction des différents douars qui ont été rasés, où il faut respecter effectivement cette harmonie dont vous parlez. Alors, est-ce que c'est très 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 grave? Est-ce que c'est grave? Quelle estimation faites-vous? À prime abord, des dégâts subis par les monuments et sites historiques touchés. Il y a Tinmel, dont les photos ont circulé partout, qui vient il n'y a pas longtemps d'être restauré et qui est un lieu hautement symbolique. Mais est-ce que les dégâts sont énormes? Et est-ce qu'on peut craindre qu'il y en ait d'autres? Parce que peut-être il y en a qu'on va constater avec le temps, qui ont été fragilisés et là qu'il faut aller renforcer peut-être. Vous savez, soit une construction, quel que soit son caractère, sa logique formelle, son architecture, ses matériaux, soit elle est bien construite, soit elle est médiocrement construite. Et aujourd'hui, je crois savoir qu'un certain nombre de bâtiments, et pas des moindres, recèlent ou montrent un certain nombre de fissures. Oui. Et ce qui voudrait dire que, probablement, compte tenu du fait que ces bâtiments emblématiques, le Koutbiya ou l'Adad, beaucoup de pièces de ce patrimoine magique que recèle la région, les autorités en charge de ce patrimoine doivent, à mon sens, visiter l'ensemble des constructions et voir s'il y a des vices qui aujourd'hui sont le fruit de cette terrible catastrophe. Nous étions en train de voir des photos de Tinmel, si on peut en régie les revoir. Alors, moi, ma question, c'est que Tinmel, c'est un site, pas n'importe quel site. Il a été restauré récemment. Il a une grande valeur dans notre histoire. Comment ça se fait qu'un site qui vient d'être restauré puisse s'effondrer comme un château de cartes parce qu'il a été restauré? Est-ce que ce n'est pas une leçon pour qu'on soit plus vigilant, plus professionnel pour les restaurations des sites historiques de valeur à venir? Alors, cette question, je crois, est très importante. Ce que vous venez de dire ou de constater. Pourquoi Tinmel s'est-il effondré alors que ce magnifique bijou de la mémoire de la nation s'est effondré, alors que je pense et je sais que des professionnels
d'envergure ont travaillé de façon extrêmement sérieuse sur cette bâtisse. La nature des sous-sols sur le plan géomorphologique sont extrêmement différents. D'une distance très faible de 200 à 300 mètres, on peut avoir une formation physique qui est extrêmement soumise à n'importe quel type de sollicitation sismique et tout disparaît. Et à 300 mètres, une autre formation voisine peut résister de manière extrêmement forte à toute forme de séisme. C'est pour cela qu'il faut se garder de dire qu'il y a cet effet, du sous-sol, cette réalité physique qui fait que le sol ne réagit pas partout de la même manière. Dans certaines zones, il y a des sols qui vont avoir l'élasticité suffisante pour que les bâtisses en surface puissent souffrir moins, et dans d'autres, naturellement, il n'y a pas cette particularité, et on aura donc des résultats beaucoup plus dramatiques. On va parler maintenant de réhabilitation, parce que les experts du Bureau national d'ICOMOS et le ministère de la Culture, quand ils se sont rendus sur le terrain, ils ont fait un constat, c'est que il y a des sites qui sont tellement endommagés qu'il faudrait peut-être carrément démolir ce qui reste et reconstruire. Est-ce qu'à votre avis, c'est une façon qui est admise, qu'on peut accepter dans la restauration et la réhabilitation de monuments historiques? Si on n'a pas le choix, est-ce qu'on peut reconstruire à l'identique? Voilà, donc c'est une question extrêmement importante, puisque la construction ou la réhabilitation ou la restauration d'un édifice patrimonial est affublée aujourd'hui d'un objectif, d'une appellation, construire conforme à l'identique. À l'identique. Je pense qu'il faut mesurer les choses. Il faut avoir le courage de comprendre qu'il y a des édifices qui sont des bâtiments qui ont une représentativité historique, culturelle et nationale aussi, tellement forte qu'il faut impérativement, quand le bâtiment est documenté, maintenant, il faut reconstruire naturellement le bâtiment ou s'approcher de sa réalité originelle. Mais quand il s'agit d'un bourg où il y a des constructions modestes, mais totalement qui ont complètement disparu, il me semble extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de relevé exact, et ça n'a peut-être pas d'intérêt, sauf si, naturellement, comme je disais à l'instant, il y avait quelques pièces particulièrement significatives et expressives des aspects patrimoniaux qui doivent être restitués de façon absolue. Alors, comme pour la muraille de Taroudant ou de Marrakech, on a vu comme ce qu'on a fait à Rabat, quand on a restauré les murailles, ou bien au Chella ou au Zoudaya, c'est restaurer dans le respect des normes, avec les mêmes matériaux. Ça, on peut le faire. Naturellement, je pense que l'approche sur une muraille, c'est une certaine... Oui. Il y a de la brique, il y a de la terre, il y a des enduits de terre. Je pense que l'exercice n'est pas complexe. Il ne faut pas se tromper sur les dosages. Il faut pas faire les choses de manière utile et durable. Par contre, si on revenait à la question de demain ou après-demain, qu'y a-t-il lieu de faire? Oui. Aujourd'hui, nous sommes en septembre et nous connaissons la rigueur du climat. Oui. Dans des régions... L'hiver arrive. toute proportion gardée,
toutes ces régions sont au-delà de 1000 à 2000 mètres d'altitude. Et la rigueur de l'hiver est extrêmement pénible. Alors, il y a une solution. Donc, il faut protéger les enfants. Il faut protéger toute vie humaine. Il faut protéger les personnes âgées. Oui. Il faut reconstituer Oui. ces familles et les protéger de ces agressions c'est une priorité, physiques. c'est la priorité. Par contre, le danger, c'est que il faut une espèce de feuille de route. Quand on ramène des kits, des tentes ou des constructions légères qui sont là essentiellement pour répondre à une situation d'urgence, il faut se garder de confondre urgence et durée dans le temps. Exactement. C'est-à-dire que ces éléments-là, si à Dieu ne plaise, elles devaient persister dans les sites pendant de nombreuses années, naturellement, on aura probablement procédé par... On n'est plus dans le sujet du patrimoine, mais c'est une question que j'ai abordée hier avec un invité, parce que moi j'ai dit la crainte, c'est cette phase entre le relogement provisoire et la reconstruction qui peut durer 10 ans. Ce trou-là, c'est là où il ne faut pas, jusque-là on a super bien géré, mais c'est là où il ne faut pas se planter. Le provisoire doit rester du provisoire et les gens doivent être relogés le plus vite possible. Mais le patrimoine, M. Ben Abdallah, il y a aujourd'hui des murs et des bâtiments qui tiennent, mais qui sont fissurés. Et les gens, comme à Marrakech, comme les murs de Marrakech, ils passent à côté, ils peuvent même s'adosser, ils ne sont pas conscients que, avec les pluies ou avec des orages, ou avec, ils constituent un danger aussi bien que les anciennes Médina, celles de Marrakech ou celles de Terre ou d'Inde. Est-ce qu'il faut aussi un travail de sensibilisation, parce qu'on a répertorié des sites, ceux qui sont les plus endommagés, ceux qui étaient les plus spectaculaires, les plus connus, les Qsba, mais il y a toute une structure qui est en fait patrimoniale et qui est bâtie avec des matériaux fragiles, même si vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des Médina dont les bâtiments tiennent et résistent plus. Vous me direz après pourquoi. Est-ce que c'est important de sensibiliser les gens parce que le danger est encore là? Naturellement, ça c'est un devoir pour nous tous, pour les autorités, pour le peuple que nous sommes. Mais je voudrais surtout dire que aujourd'hui, toute action de réhabilitation et de reconstruction doivent aussi probablement se faire avec la population, rester sur place. L'enjeu est que nous avons affaire à une population qui, si les actions de reconstruction ne sont pas anticipées, ne sont pas lancées, et je pense que l'autorité suprême du pays a été extrêmement précise sur ce sujet. Bien, donc le danger est que s'il y a du retard qui est pris, qu'est-ce qui va se produire? Ces populations vont aller habiter ailleurs. Exactement. Elles ne resteront jamais confinées dans des éléments d'urgence, de fragilité. Ça, c'est un dégât de la mémoire, de la culture, des réseaux de solidarité, l'impact économique, alors qu'il y a aujourd'hui des pâturages, alors qu'il y a du tourisme, alors qu'il y a des métiers qui font la richesse de ces groupements d'habitation. Et je pense qu'on va aggraver probablement, à ce moment-là, l'exode rural, naturellement. Donc, il y a un danger. Il faut que les populations restent fixées ou continuent à appartenir à ces rassemblements, à ces établissements humains. Mais pour que ce soit le cas, il faut que le rythme de reconstruction soit opéré au mieux. Il faut aussi que les infrastructures éducatives, culturelles et autres équipements puissent être aussi arrimés à l'effort. Quelle est aujourd'hui la meilleure démarche pour réhabiliter les sites historiques endommagés? Et qui est habilité à faire le diagnostic? Qui est habilité à réhabiliter? On ne réhabilite pas n'importe comment, on ne restaure pas n'importe comment. Vous présidez la fondation... L'association, excusez-moi, Rabassa les Mémoires. Donc, c'est un domaine que vous connaissez bien. On ne s'improvise pas restaurateur de monuments historiques. Et même pour faire le diagnostic,
on peut se tromper. Qui doit le faire? Alors, oui, alhamd des populations, d'abord. Encore une fois, parce que c'est elles qui connaissent ces techniques, qui les agencent, qui agencent le bois, qui agencent la pierre, pour des qasbas historiques ou pour par exemple, comme Qasbat Ben Hadidou, mais ça a toujours été... ont été tournés des films comme Gladiator ou Game of Thrones, ou qui sont entrés dans la légende. Je dis la population parce que de toute façon, la population, dans sa main-d'œuvre, dans son prolongement... C'est elle qui a construit, ce sont les ancêtres qui ont construit, quelle que soit la nature ou l'aura de tel ou tel bâtiment. Par contre, je voudrais revenir sur tout à l'heure, j'avais une petite discussion. Oui. Mais Sida Salim El-Naji, architecte, et qui est une de nos meilleures spécialistes, et que je salue parce que de la classe. Salima est à l'affût de tous ces problèmes depuis de très nombreuses années. Et on peut considérer que c'est un petit peu la valeur iconique professionnelle. D'ailleurs, elle était à Valence, on a contribué à mettre en action, qu'on va annoncer dans quelques temps, sur le sujet de soutien aux autorités sur la question du séisme d'El Haouz. Mais je crois qu'il faut se débarrasser d'abord d'une idée. Dans le cadre de la reconstruction, le béton armé n'est pas la meilleure protection. Ce n'est pas le plus solide, ce n'est pas forcément le plus solide, contrairement à ce qu'on pense. Je dis ça simplement parce qu'il pourrait être solide s'il avait été bien étudié, bien dimensionné, bien mis en œuvre, alors que dans la majeure partie des cas, ces constructions sont extrêmement fragiles, probablement et donc dangereuses. supportent moins les secousses ou les aléas des climatiques, bâtiments à valeur ancienne. Maintenant, vous avez posé une question, qui doit faire quoi? Oui. Bien. Qui doit faire quoi? Je pense que il y a l'UNESCO qui vient de proposer son aide, mais on a un savoir-faire ici. Que peut nous apporter l'expertise de l'UNESCO, qui a souvent travaillé avec le Maroc sur d'autres chantiers, et quel est notre savoir-faire en la matière? On a restauré beaucoup de choses, mais qui doit s'occuper de la restauration? Moi, je parle encore là du patrimoine classé, universel, ou voilà. Je pense que l'UNESCO, il appartient au pouvoir public, naturellement, et aux responsables de prendre de prendre la main tendue, comme cela a été avec 4 pays que nous connaissons aujourd'hui, parce que le Maroc est en bon ordre d'intervention. Je regardais hier à la télévision, je crois sur votre canal, des choses absolument extraordinaires, de jeunes militaires femmes qui enseignent dans les écoles de fortune, la troupe Atlas qui arpentait les chemins difficiles des montagnes pour porter assistance. Vraiment, je pense que le pays doit être vraiment très fier de ces gens, de ces militaires, de ces militants associatifs, des réseaux de solidarité qui se créent entre les populations concernées. Naturellement, tout ceci dans un bon ordre de marche, avec des autorités locales qui veillent au grain, avec des départements ministériels qui savent où elles vont, et dans une mise en ordre. Oui. Alors, je sais, M. Benabdelak, ça demande beaucoup d'argent de restaurer des sites historiques, parce que ce n'est pas la même chose que de reconstruire des maisons. Je sais que c'est un gros budget, mais il y a aussi autre chose. Est-ce que ce n'est pas une alerte pour nous, pour revoir l'état de tous nos sites historiques, qui sont les témoins de notre histoire, pour les fortifier avec des normes justement parasismiques, parce que maintenant on vient de découvrir une autre région, on ne croyait pas que la puissance sismique pouvait atteindre cette magnitude, et finalement c'est arrivé. Est-ce que c'est l'occasion de revoir et de fortifier avant qu'il n'y ait une autre catastrophe? Et c'est la dernière question. Écoutez, en 2 mots... Est-ce que c'est un projet déjà? Est-ce que vous y pensez? Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une forme de spécialisation des professions à travers les différentes composantes, aussi bien les entrepreneurs, les ingénieurs, les bureaux de contrôle, les architectes. Je pense qu'il y a une niche de travail extrêmement dense, extrêmement nécessaire et aussi
qui peut avoir des retombées sur l'activité des architectes extrêmement positives. Je pense que c'est une alerte. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a danger. Oui. Vous savez, Fès a été détruite je ne sais combien de fois. De nombreuses fois. J'ai moi-même découvert dans les fouilles archéologiques que nous avons opérées sur la mosquée Al-Qarouiyine, lors de son projet de restauration, une cité qui avait été ensevelie par un premier et un deuxième séisme. Je voulais aussi parler du problème de la formation. Et c'est la dernière parce qu'on a débordé. Oui. On n'a plus le temps. Non, dis vite. Oui. Non, je dis simplement que le rôle de la formation sur les questions qui touchent à l'ensemble du patrimoine bâti doit être renforcé, fiabilisé, parce qu'il y a un pays qui a une telle mosaïque et une telle richesse millénaire. Il doit la préserver, la protéger. À la croisée planétaire de tous les courants, de toutes les influences, se doit d'avoir une formation appropriée sur la question. Et là, on en prend conscience. Notre patrimoine est fragile, comme nos vies sont fragiles. Donc, il faut en prendre soin. Merci beaucoup, Fikri Ibn Abdallah, d'avoir été avec nous. Merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes architecte et vous êtes aussi président de Rabat Salé Mémoire. Merci, monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.